Et je vais à présent céder la parole à Fat Fareseddine, qui a eu l'opportunité de passer dans différents services de microbiologie et qui va nous présenter un travail qu'il a réalisé au sein du GHDC dans le secteur de chimie médicale. Fad, est-ce que tu es connecté et est-ce que tu peux partager ta présentation, s'il te plaît? Oui, je suis en train de la partager tout de suite. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonsoir à tous. Je t'entends très bien. Parfait. Est-ce que vous voyez mes dias? On voit tes dias et donc je te cède la parole. Parfait. Donc bonsoir à tous, je suis Fad Fareseddine et je suis actuellement assistant en quatrième année au laboratoire du Grand Hôpital de Charleroi en hématologie. Et donc, pour ma part, je vais vous parler de l'intérêt du dosage de la procalcitonine et son impact sur l'exposition aux antibiotiques en pratique clinique. Donc, ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que la procalcitonine s'est progressivement imposée comme pardon, comme un biomarqueur essentiel dans le diagnostic et la gestion des infections bactériennes. Au cours de cette présentation, donc, on va explorer son utilité dans la détection précoce des infections et du sepsis, son impact sur les décisions thérapeutiques et sur l'usage des antibiotiques en pratique clinique. L'antibiorésistance représente un défi de santé publique majeur, contribuant à des milliers de décès chaque année. Elle est causée par la surconsommation excessive et l'utilisation inappropriée des antibiotiques. Celle-ci augmente le risque de résistance bactérienne et entraîne des coûts élevés de soins de santé, puisque l'émergence de résistance complique notamment les traitements des infections courantes et entraîne de nombreuses complications qui peuvent aller jusqu'au décès. Un des objectifs majeurs actuels est donc de mieux évaluer le risque d'infection et la nécessité ou non d'une antibiothérapie. Et dans ce contexte, la procalcitonine est de plus en plus utilisée pour aider à limiter l'usage excessif d'antibiotiques en permettant un diagnostic plus fiable des infections bactériennes. Elle aide donc à personnaliser le traitement en évitant une exposition inutile aux antibiotiques. Pour ce qui est de ses caractéristiques, c'est un peptide précurseur de la calcitonine mature qui est produite par les cellules, dans les cellules C de la thyroïde. Elle est libérée par les tissus parenchymenteux de l'organisme en réponse à la stimulation par les toxines bactériennes et les cytokines inflammatoires. La figure que je vous présente ici à droite permet de la comparer avec d'autres biomarqueurs, notamment les cytokines comme l'interleukine 6 et le facteur de nécrose tumorale TNF. Pour ces deux paramètres, on remarque qu'on a un pic initial précoce en cas d'infection. Malheureusement, leurs taux reviennent à la normale en quelques heures, donc ils ne sont pas vraiment adaptés. Pour ce qui est de la CRP, elle va augmenter lentement, atteignant son pic après 48 à 72 heures, suivi d'une lente diminution, ce qui fait qu'elle est plutôt considérée comme un marqueur de l'inflammation et non pas un marqueur spécifique de l'infection. Pour ce qui est de la procalcitonine, celle-ci présente un profil cinétique plus intéressant, puisqu'elle augmente rapidement, comme on peut le voir, en 4 à 6 heures après le début de l'infection, avec un pic atteint après 6 à 12 heures et une demi-vie plus courte d'environ 24 heures. Tout ça en fait le marqueur biochimique le mieux adapté pour ces situations-ci. Donc ensuite, on va passer à son utilisation dans le diagnostic des infections en pratique clinique. Elle permet tout d'abord de différencier les infections bactériennes des infections virales, puisque lors d'une infection bactérienne, sa production augmente considérablement, contrairement aux situations virales, où les niveaux vont rester faibles et on verra pourquoi dans la diapositive suivante. In fine, ici, lorsqu'on a un taux de procalcitonine faible, il est peu probable que l'infection soit d'origine bactérienne, ce qui va permettre d'éviter des prescriptions inutiles dans les cas d'infection virale, par exemple, ou de diagnostic inflammatoire. Pour ce qui est de sa régulation cellulaire, donc, sa production est stimulée par les toxines bactériennes, comme ce qu'on a dit précédemment, certaines cytokines inflammatoires, à savoir
l'interleukine 1 bêta, l'interleukine 6 et le TNF-alpha. À l'inverse, sa production est atténuée par des cytokines liées aux infections virales, notamment l'interféron gamma. Et c'est cette régulation cellulaire qui lui confère donc sa spécificité pour les infections bactériennes et facilite la distinction, notamment avec les infections virales et d'autres réactions inflammatoires non bactériennes. Pour ce qui est de l'interprétation des taux de procalcitonine lorsque les niveaux sont élevés, on sera face à un risque élevé d'infection bactérienne et la sévérité de cette infection sera proportionnelle à la valeur initiale. Lorsque les taux sont à l'inverse abaissés, on sera face à un faible risque d'infection bactérienne sévère et on va plutôt s'orienter vers une autre cause. Aussi, le suivi de l'évolution du niveau de procalcitonine est le reflet de la réponse au traitement. Donc, celle-ci sera positive si les niveaux diminuent et inversement, s'ils restent stables ou augmentent. Donc, pour des performances optimales, les valeurs seuil de la procalcitonine doivent être adaptées à la sévérité de l'atteinte des patients et au contexte clinique. Donc, lorsqu'il s'agira de patients qui ont une pathologie peu grave, dits à faible risque, comme les patients qui sont atteints d'infections des voies respiratoires et qui vont consulter leur médecin généraliste ou qui se rendent aux urgences, il est recommandé d'utiliser un seuil de PCT à 0,25 nanogrammes par millilitre. Et dans ce contexte, la valeur prédictive négative est très élevée et permet d'exclure l'infection bactérienne sévère. En parallèle, lorsqu'il s'agit de patients qui ont une pathologie grave et donc à haut risque, comme les patients transférés à l'USI, il est recommandé d'utiliser plutôt un seuil à 0,5 nanogrammes par millilitre. Des concentrations inférieures à ces seuils vont suggérer qu'une infection bactérienne sévère est peu probable et permettront aux cliniciens d'envisager d'autres diagnostics pour expliquer l'état pathologique de son patient. En médecine générale, elle va permettre d'améliorer la capacité à exclure ou à confirmer une infection bactérienne et donc d'éviter la surprescription de traitements empiriques inutiles. Le diagramme que je vous présente ici reprend les chiffres de plusieurs études décrivant l'utilisation des antibiotiques en médecine générale de manière guidée par la PCT en rouge et non guidée par la PCT en gris. On voit qu'avec l'utilisation de la procalcitonine, seuls 23% des patients ont reçu des antibiotiques contre 63% dans le groupe contrôle. La durée moyenne du traitement était d'1,6 jours dans le groupe PCT contre 4,6 jours dans le groupe contrôle, soit une réduction de l'exposition aux antibiotiques de 65% et une diminution de la durée de l'antibiothérapie de 3 jours si la décision a été bien sûr guidée par la procalcitonine. Bien sûr, tout ça sans augmentation du risque de rechute ou d'échec de traitement. Pour ce qui est de son utilisation aux urgences, la problématique principale est que les bronchites, les bronchiolites et les exacerbations de BPCO sont souvent d'origine virale, mais que les antibiotiques sont tout de même prescrits de manière empirique à l'admission. Les recommandations préconisent d'utiliser un seuil à 0,25 en dessous duquel il est conseillé de ne pas traiter pour envisager un diagnostic non bactérien et de traiter uniquement lorsque les taux dépassent ce seuil. Ces stratégies de prise en charge ont été évaluées dans différents essais cliniques menés sur plus de 1000 patients au total qui souffraient de bronchite ou d'exacerbation de BPCO et a montré une réduction de l'exposition aux antibiotiques de 50% dans les cas de bronchite et de 65% dans les cas de BPCO. Encore une fois, sans impact négatif sur les complications ou la guérison du patient. Pour ce qui est de son utilisation dans la pneumonie communautaire, son algorithme est celui qui a le plus haut niveau de preuve, puisqu'il provient d'essais randomisés portant sur plus de 2000 patients souffrant de pneumonie communautaire aux urgences. Si le taux est en dessous du seuil de 0,25, on ne traite pas. Si on est supérieur ou égal à ce seuil, on va immédiatement starter une antibiothérapie. On va contrôler après 6 à 12 heures si on est en dessous de ce seuil, mais que la clinique du patient est instable.
Et enfin, on suit toutes les 24 à 48 heures pour évaluer l'efficacité du traitement. Les résultats des études montrent une réduction de la durée du traitement de 4 jours en moyenne, soit une diminution de l'exposition aux antibiotiques de 40% sans un impact négatif, encore une fois. Ici, je vous ai mis un algorithme simplifié pour son utilisation aux urgences. Donc, à l'admission, on a une évaluation initiale de la clinique du patient avec un premier dosage de PCT chez les patients avec suspicion d'infection bactérienne. On traite d'emblée si on est au-dessus de 0,25 et on envisage de diagnostic sans traitement si on est en dessous de ce seuil. Sauf si l'état clinique, bien sûr, est très instable, on peut alors envisager une antibiothérapie avec un contrôle entre 6 à 12 heures. Lorsqu'on recontrôle, on arrête le traitement si on passe en dessous du seuil ou si on a une baisse de minimum 80% par rapport à la valeur initiale obtenue au départ. On maintient tant que l'évolution clinique n'est pas favorable et on va adapter le traitement si il s'avère que la cinétique est positive ou que l'état du patient se dégrade. Donc, elle est aussi d'une grande importance dans la détection du sepsis, car c'est une infection grave qui touche 20 à 30 millions de cas par an dans le monde, avec un taux de mortalité élevé, donc de 45% en moyenne pour le sepsis sévère. La procalcitonine va améliorer donc le diagnostic précoce en surpassant les critères cliniques et d'autres tests de laboratoire habituels. Elle est parfaitement corrélée avec la sévérité du sepsis, puisque c'est un marqueur direct de la réponse du patient à l'infection et indirect de l'étendue et de la sévérité de l'atteinte bactérienne. Ici, j'ai remis un algorithme PCT guidé pour le sepsis. Et on peut voir qu'en dessous d'un seuil de 0,5 nanogrammes par millilitre, on est face à un risque faible d'avoir une infection généralisée. En revanche, le sepsis est probable lorsqu'on a des taux compris entre le seuil fixé de 0,5 et de 2 nanogrammes par millilitre. Et à ce moment-là, une surveillance étroite avec redosage sont recommandées. Enfin, si le seuil de procalcitonine est supérieur à 2, le sepsis est confirmé avec un risque très élevé de choc septique si le traitement n'est pas rapidement initié. Pour ce qui est de son utilisation aux soins intensifs, elle permet une meilleure évaluation des infections bactériennes systémiques, de guider la prise en charge des patients, particulièrement en cas d'infection post-op. Et donc, elle va permettre, in fine, de réduire la durée de l'antibiothérapie, encore une fois, en évitant toute erreur diagnostique. Pour ce qui est de l'interprétation détaillée, donc des taux inférieurs à 0,05 suggère que le patient est sain. En dessous de 0,25, ça permet d'exclure une infection significative avec une valeur prédictive négative élevée et va donc nous orienter vers une infection localisée ou d'autres diagnostics. Des taux inférieurs à 0,5 nous permettent d'exclure un sepsis sévère et à l'inverse, des taux supérieurs à 0,5 indiquent la présence d'une infection bactérienne. Enfin, des valeurs supérieures à 2 orientent vers un sepsis sévère, alors que des valeurs supérieures à 5 sont en faveur d'un choc septique. Ici à droite, les courbes jointes ici à droite sont reprises d'une étude menée à l'USI chez des patients qui souffraient de sepsis, en mettant en comparaison les taux de survie et de décès. Les graphiques nous montrent que la diminution des taux de procalcitonine dans le temps constitue un critère pronostic de l'évolution du patient, d'autant plus sensible que la concentration initiale obtenue au départ. Elle démontre l'importance de la cinétique qui est bien plus informative que les valeurs initiales, ce qui en fait un indicateur de réponse très fiable, puisqu'une diminution des taux va indiquer une réponse positive au traitement et à l'inverse, des taux stables ou en hausse signalent un échec thérapeutique. Pour ce qui est des soins intensifs chirurgicaux, donc la problématique est que son utilisation est limitée car en post-op, les niveaux peuvent augmenter suite à une réponse physiologique aux cytokines. Tout ça lié à l'agression chirurgicale qui rend l'interprétation difficile.
Et donc, dans ce contexte, la cinétique de la procalcitonine qui chute rapidement en post-op est beaucoup plus informative que les valeurs initiales, encore une fois. Euh, oui, puisque celle-ci, elle va augmenter immédiatement après une intervention chirurgicale, puis diminuera rapidement, à savoir de 50% tous les jours, si on n'a pas de complications infectieuses. Dans une étude dont les résultats sont repris ici, on a une comparaison de l'évolution du taux de procalcitonine chez des patients après une intervention chirurgicale compliquée ou non compliquée. On voit par exemple au niveau du graphique qu'un pic à 3 jours après l'intervention est en faveur d'une infection bactérienne secondaire et la surveillance des taux de procalcitonine facilitera la décision d'arrêter ou non l'antibiothérapie dans les jours qui suivent. À nouveau, je vous ai mis un algorithme PCT guidé pour son utilisation, cette fois aux soins intensifs. Donc, au J1, on va initier l'antibiothérapie empirique si le taux est au-dessus du seuil de 0,5 ou si on a une forte suspicion chez un patient à risque. On va ensuite réévaluer plutôt au jour suivant. Et là, on maintient le traitement si on n'observe pas d'amélioration clinique ou que le niveau de PCT est toujours au-dessus du seuil. On arrêtera le traitement si on passe en dessous du seuil limite ou qu'on a une diminution minimum de 80% avec amélioration clinique. Et enfin, on va conclure un échec thérapeutique et il faudra réadapter, bien sûr, si la cinétique est positive ou si l'état du patient se dégrade. Maintenant, on va explorer rapidement quelques cas particuliers, les limitations et les avantages de son utilisation. Donc, chez les patients en neutropénique fébrile, elle a une valeur diagnostique mais aussi pronostique, puisque sa production n'est pas affectée par les traitements corticostéroïdes habituellement administrés chez ces patients, ce qui n'est pas le cas de la CRP par exemple ou des interleukines en général. Et donc cette caractéristique lui confère une meilleure fiabilité pour le suivi rapproché de ce groupe de patients. Ici, le tableau repris plus haut nous montre que chez les nouveau-nés, les taux de procalcitonine sont physiologiquement plus élevés et varient en fonction des heures pendant les 2 premiers jours de vie. Au-delà, passé ce délai, la valeur normale est considérée comme inférieure à 0,05 nanogrammes par millilitre. L'utilisation de ce seuil va permettre d'offrir une excellente précision pour diagnostiquer le sepsis néonatal, puisqu'on réussit à avoir une R sur la courbe égale à 0,87. Aussi, une PCT élevée dans le sang de cordon chez les prématurés a été décrite dans quelques études comme un facteur de risque indépendant de mortalité, mais ces résultats doivent encore être confirmés dans de plus grandes cohortes. En attendant tout ça, le seuil de 0,25 nanogrammes par millilitre est préconisé comme c'est le cas en pédiatrie. Et donc, il est préconisé dans les recommandations internationales pédiatriques et permet de réduire de près de 50% l'exposition aux antibiotiques chez les nouveau-nés, encore une fois sans effet délétère apparent. Dans les cas particuliers de valeurs basses persistantes, si les taux restent en dessous de 0,25 nanogrammes par millilitre plus de 48 heures, malgré la présence d'infiltrats radiologiques, il faudra envisager d'autres étiologies comme par exemple l'embolie pulmonaire, l'insuffisance cardiaque aiguë, la bronchiolite oblitérante ou pneumonie virale à pneumocystis. Dans ces cas, la conduite à tenir si on a une forte suspicion clinique est d'envisager l'antibiothérapie chez les patients à risque et bien sûr de recontrôler entre 6 à 12 heures. Et si celle-ci reste basse, on arrêtera à ce moment-là l'antibiothérapie pour approfondir le diagnostic différentiel. Pour ce qui est de son utilisation dans les pneumonies, la pneumonie peut être difficile à diagnostiquer chez les groupes de patients qui souffrent de maladies pulmonaires sous-jacentes, notamment en raison des infiltrats radiologiques, des anomalies radiologiques
Euh, c'est le cas dans l'œdème pulmonaire cardiogène chez les patients qui sont atteints d'insuffisance cardiaque aiguë. Une étude qui a été réalisée sur 1641 patients a montré que la PCT pouvait améliorer la précision du diagnostic de pneumonie, surtout en cas d'incertitude diagnostique, ce qui est en général le cas dans 30% des dyspnées. Et donc, l'association de la probabilité clinique évaluée par le clinicien et les résultats des taux de procalcitonine a significativement amélioré la précision diagnostique des pneumonies chez ces patients. Ici, je vous ai mis des courbes de Kaplan-Meier pour l'antibiothérapie et la mortalité toutes causes confondues à 90 jours chez des patients qui souffraient d'insuffisance cardiaque aiguë. On s'aperçoit que l'initiation d'une antibiothérapie chez les patients insuffisants cardiaques indique un pronostic plus favorable si le taux de PCT est élevé et qu'en revanche, un taux bas chez les patients, chez ce groupe de patients est associé à un meilleur pronostic sans traitement antibiotique. Elle peut donc influencer la décision d'antibiothérapie, ce qui en fait aussi un guide très intéressant chez ce groupe de patients. Parmi les limitations qu'on peut avoir, on peut avoir plusieurs cas d'élévation non infectieuse de la procalcitonine avec des causes non bactériennes, notamment le nouveau-né à 48 heures de la naissance, comme on a vu, les hépatites virales, la pancréatite aiguë, les polytraumas, grands brûlés ou des post-op d'une chirurgie lourde. C'est aussi le cas dans des maladies systémiques comme le SAM, la maladie de Kawasaki, le Drey syndrome ou une défaillance circulatoire prolongée. On peut aussi retrouver ça dans certains cancers, comme le cancer bronchique à small cell ou le cancer de la thyroïde. Pour éviter les cas de faux négatifs et de faux positifs, il faut garder à l'esprit que des taux faibles de procalcitonine n'excluent pas toujours une infection, comme c'est le cas dans les infections débutantes, localisées ou encore l'endocardite subaiguë. Dans ces cas, le contrôle par un nouveau dosage est toujours essentiel, surtout en cas de clinique instable. Ici, je vous ai mis 3 études reprises depuis des revues du Lancet datant de 2010, 2017 et de 2022, qui viennent conforter l'idée que l'utilisation d'une stratégie thérapeutique guidée par cette procalcitonine pour traiter les infections bactériennes suspectées chez les patients faciliterait l'optimisation de l'antibiothérapie et donc la réduction des prescriptions inappropriées. Dans ce contexte d'émergence de nombreuses résistances et de souches multirésistantes, ainsi que le manque de production de nouveaux antibiotiques plus efficaces, il devient nécessaire de mieux gérer les traitements d'antibiotiques en réduisant donc notamment l'usage inutile dans les infections non bactériennes ou les infections bactériennes à guérison spontanée, pour ainsi préserver l'efficacité de ces antibiotiques. Et donc la procalcitonine peut être utilisée dans ces cas comme un guide, et ce dans différents contextes cliniques comme on a vu, pour pouvoir orienter toutes ces décisions d'initiation, de maintien ou d'arrêt d'antibiothérapie. Donc, en ajustant plus précisément les traitements, elle permet de réduire les effets secondaires comme les infections à Clostridium difficile et donc l'émergence de bactéries résistantes en général. Elle permet de réduire la durée de l'antibiothérapie en guidant les médecins dans le traitement et le suivi de la réponse du patient. Et donc, in fine, de réduire la durée de séjour et les coûts de soins de santé en général. Ce qu'il faut savoir, c'est que diverses sociétés médicales internationales ont déjà intégré la procalcitonine dans leurs recommandations. Elle s'affirme comme un outil précieux pour les cliniciens en améliorant le diagnostic précoce en cas d'infection significative, avec une bonne valeur prédictive négative.
permettant d'orienter vers une autre étiologie, de guider le traitement et de mieux évaluer les post-op et le suivi des patients en général. Ici, je vais rapidement passer sur l'évolution de ces recommandations internationales. L'American College of Critical Care Medicine en 2008 préconisait son usage comme test sensible pour détecter les infections et le sepsis au début de l'admission à l'USI. En 2011, la German Sepsis Society conseillait de l'utiliser pour confirmer ou exclure une infection systémique avec une valeur prédictive négative élevée pour exclure le sepsis. En 2012, l'European Respiratory Guidelines recommandait son utilisation pour surveiller, ajuster l'antibiothérapie, même dans les cas les plus sévères, comme les chocs septiques. Toujours en 2012, la Surviving Sepsis Campaign suggérait qu'un taux faible pouvait exclure une infection chez les patients avec un syndrome de réponse inflammatoire systémique. Et enfin, la Sepsis and Emergency Department Association soulignait l'importance de son usage pour le diagnostic précoce du sepsis et a ajouté le seuil de 0,5 nanogrammes par millilitre parmi la liste des signes et symptômes du sepsis. Donc, quelques points clés pour conclure. La procalcitonine permet la détection précoce puisqu'elle elle augmente rapidement en 4 à 6 heures dans les infections bactériennes. Elle permet aussi l'évaluation de la réponse au traitement, puisqu'on observe un déclin d'environ 50% par jour lorsqu'on a une antibiothérapie appropriée, ce qui est le signe d'un traitement efficace. Elle est aussi utilisée pour le diagnostic des infections bactériennes et du sepsis, pour la stratification du risque et du pronostic du patient. Elle permet la réduction de l'usage des antibiotiques de 30 à 70%, permet de limiter les résistances bactériennes, de réduire l'hospitalisation et donc les coûts de soins de santé en général. Actuellement, elle n'est pas suffisamment utilisée en pratique clinique pour optimiser l'utilisation des antibiotiques et donc améliorer la prise en charge des patients infectés. Parmi les limitations rencontrées, c'est qu'elle ne doit pas être interprétée seule, mais avec l'évaluation clinique globale faite par le clinicien. Et la cinétique est très souvent nécessaire pour éviter tout cas de faux positifs ou de faux négatifs. Donc, à l'avenir, son utilisation dans des algorithmes mieux définis pourrait continuer à améliorer la rationalisation des traitements et continuer à contrer cette émergence de résistance. Voilà, j'espère que c'était clair. Merci à tous. Merci beaucoup, Fat, pour cette présentation effectivement très claire.